Moi, je vais commencer par vous dire un petit peu ce qu'est Territoire Pionnier, peut-être pour que vous compreniez comment on arrive aussi à se questionner sur tout ça. Donc, Territoire Pionnier, c'est une maison de l'architecture, donc c'est une structure culturelle qui a pour mission de sensibiliser à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage, et de mener ces actions de médiation en direction de tous les publics. Quand on fait ses études en France, il y a finalement peu de moments où on parle d'architecture et d'urbanisme dans son cursus scolaire. Et en fait, les citoyens qui arrivent, adultes, ont finalement peu de culture architecturale et urbaine. Et les maisons de l'architecture qui sont réunies en réseau en France ont pour mission justement de sensibiliser la population à tout ça. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus important que les enjeux écologiques se jouent beaucoup en lien avec l'urbanisme et l'architecture. Notre habitat et nos manières d'habiter transforment le paysage, transforment nos territoires, les abîment beaucoup. Et aujourd'hui, cette mission de sensibilisation, c'est aussi lié aussi à des pratiques qui sont de plus en plus hors sol, par la pratique de la voiture, par plein de modes de vie qui nous détachent de nos territoires. Et donc pour nous, Territoire Pionnier, la sensibilisation à l'architecture et à l'urbanisme aujourd'hui est aussi liée à la sensibilisation à l'écologie et aux enjeux écologiques et aux transformations sociales. Donc on est une petite association qui est basée à Caen, dans le Calvados. On est l'ancienne maison de l'architecture de Basse-Normandie, donc on travaille beaucoup sur les 3 départements ex-Bas-Normand, donc Calvados, Orne et Manche. Et nos grosses actions, on va dire, on mène des actions pédagogiques en direction des enfants. On expérimente depuis 2010 des résidences d'architectes dans les territoires, et c'est comme ça qu'on travaille avec Saint-Sauveur Village là, depuis quelques mois. Donc ça, on va revenir là-dessus. Et on a aussi une autre grosse action qui s'appelle Chantier commun, qui est un temps fort au mois de mars d'1 mois et qui invite les Normands à se mettre en mouvement pour imaginer comment, déjà prendre conscience de comment ils habitent le territoire, se questionner ensemble sur leur façon d'habiter. Et c'est un moment aussi de partage, d'expérience et d'initiative qui commence à préfigurer des façons d'habiter plus vertueuses, plus sobres, voire des fois quand on parle d'architecture, on se dit frugal, on parle de la frugalité heureuse et créative, c'est-à-dire comment construire, ou ne pas construire d'ailleurs, comment construire un habitat qui soit frugal en ressources, frugal en espace aussi, faire avec le strict nécessaire, et qui soit aussi très créatif, quoi. Qu'on profite de cette transition pour aussi avoir des réponses qui soient très créatives. Donc, Chantier commun, c'est vraiment aussi l'idée de travailler sur l'aspect culturel de la transition, qui est un des premiers leviers en fait, pour transformer nos manières de vivre et nos manières d'habiter. C'est déjà de faire le pas de côté. Enfin, je pense que vous en êtes tous convaincus, mais nous, en fait, en tant que structure culturelle, on a pris conscience de ça il y a quelques années, et on s'est dit que on avait vraiment, nous, un rôle à jouer pour accompagner ces transitions, et que cette culture architecturale urbaine liée à l'écologie, c'était un des premiers leviers pour aussi amener les populations, amener les élus, amener les professionnels de la construction et de l'aménagement du territoire, amener les habitants, les citoyens, jeunes et moins jeunes, à reconsidérer entièrement la façon et les représentations qu'on a de la fabrique de nos espaces de vie. Voilà. Alors, j'ai invité Laurent aujourd'hui parce que ça fait quelques mois là alors nous déjà, ça fait une dizaine d'années qu'on accueille des architectes en résidence. Donc là, nous, on a été pilote au niveau national pour mener ce type de projet. On connaît beaucoup les résidences d'artistes qui sont accueillis pendant quelques temps pour travailler sur leur démarche artistique dans différents lieux. Nous, on a expérimenté donc des résidences d'architectes qui viennent mettre leurs compétences au service du territoire, donc venir travailler avec les élus, les acteurs et les actrices locaux, les habitants, les habitantes, les écoliers, les lycéens, les jeunes,
pour révéler ce qui fait la richesse de cet endroit-là et la singularité de cet endroit précis où ils habitent, donc une commune, un quartier, une communauté de communes, et donc du coup échanger aussi avec eux sur donc ces potentiels d'espace, mais aussi la façon dont on vit ici, avec la culture spécifique à cet endroit-là, notamment en lien aussi avec les savoir-faire constructifs, des savoir-faire liés à l'agriculture, etc. Donc reprendre conscience qu'on habite un espace qui a permis de développer une culture particulière, et puis arriver à se questionner collectivement pour essayer de s'y projeter. Et s'y projeter en tenant compte aussi des enjeux contemporains. Donc les enjeux contemporains aujourd'hui, il y en a quand même sacrément à prendre en compte, notamment en plus là, en Normandie avec le GIEC normand qui vient de rendre ses travaux et qui vient nous rendre aussi des perspectives à l'échelle de 2050 et 2100. On sait à peu près on voit à peu près où le climat nous emmène. Et bien du coup, comment on va réagir à ça et comment on va essayer de se questionner collectivement sur la façon de s'adapter tout en restant frugal, tout en restant sobre, etc. Donc c'est un vrai travail de terrain, puisque là l'idée c'est d'accompagner une population qui habite sur un territoire et de se mettre en mouvement ensemble. Et puis c'est aussi un travail de lien avec les élus, avec les acteurs locaux, pour qu'on chemine, que chacun s'approprie au fur et à mesure de la démarche portée par les architectes, s'approprie aussi tous ces questionnements. Alors, c'est vrai que là, comme ça paraît un peu théorique, mais c'est vrai qu'appliqué au territoire, par exemple, de Saint-Sauveur-Village, d'où vient Laurent, c'est aussi très concret, quoi. C'est-à-dire que là, les architectes, ils ont mis en avant, par exemple, on va dire le bocage avec ses chemins, avec cette richesse paysagère, mais aussi tous les savoir-faire autour de la construction, par exemple, des tout petits édifices qui sont les fours à pain et qui jalonnent le bocage et qui font office de petites constructions, micro-constructions architecturales, qui, du coup, incarnent aussi cette idée de frugalité, cette idée de construire avec les matériaux locaux, de le faire en autoconstruction, de le faire de façon simple. Et aussi, c'est des constructions qui sont là pour, jalonner le territoire, se rassembler et aussi pour contribuer à des besoins essentiels qui sont des besoins alimentaires. On va fabriquer son pain avec les ressources locales, on va fabriquer aussi son four avec les ressources locales et ça va nous rassembler et ça va raconter l'endroit où on habite. Et donc, c'est rassembler les habitants sur des petits édifices comme ça, c'est une façon aussi de renouer avec des traditions de construction et des savoir-faire qui sont locaux. Je ne sais pas, peut-être... On n'est qu'au début, hein. C'est pour ça que voilà. du coup, on est au début de cette résidence d'architecte parce que ça dure combien de semaines? 6 semaines. 6 semaines sur normalement 6 mois, mais là c'est un peu moins. Enfin, voilà. Nous, en fait, on est élus depuis 2020 et je redonne un petit peu. On est élus depuis 2020 avec une équipe qui a assez conscience en fait des enjeux sur le dérèglement climatique, sur la nécessité de s'adapter. Puis on est une équipe avec beaucoup de projets aussi, mais on a une population qui n'a pas été habituée forcément à être interrogée, qui n'a pas été habituée, qu'on considère qu'ils ne sont pas forcément tous les enjeux justement qu'on peut maîtriser sur ce dérèglement climatique. Donc l'idée pour nous, c'était de trouver des biais pour amener cette population à justement nous suivre un petit peu plus sur nos différents projets et nous bousculer éventuellement même. Alors on l'a fait de différents biais, on a fait avec un questionnaire qu'on a fait, on voulait faire des réunions assez régulières avec la population, mais on a eu toute la période de Covid qui était un peu compliquée. Donc, mais on avait identifié assez vite le principe de la résidence d'architecte pour avoir finalement un regard extérieur, et puis je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Elisabeth, mais avoir effectivement ces leviers qui nous permettent de faire l'intermédiaire avec la population et puis d'amener la population à faire un petit peu plus de démocratie participative, aussi à amener un petit peu tous ces enjeux-là. Donc voilà, on a
assez rapidement, dès qu'on a été élu, on a contacté Elisabeth et puis on a préparé cette résidence au mieux, en tout cas j'espère. Et puis on a accueilli 3 architectes. Enfin non, je dis architectes, mais en réalité elles ne le sont pas. Mais si elles sont diplômées en architecture. Et puis voilà, donc elles sont restées 2 semaines avec nous, c'est passé très très vite et elles ont commencé à identifier quelques éléments. Donc le gros de la résidence, elle est encore à venir, hein, donc on va voir un petit peu vers quoi ça nous mène, mais voilà, on prend cette résidence vraiment comme un levier pour permettre d'aller vers ce qu'on souhaite, c'est-à-dire un peu plus de démocratie avec la population et puis, comme j'ai dit, bouger. J'ai utilisé un méchant Google pour venir. Il me trahit. Et puis essayer de trouver des éléments qui nous permettent effectivement de faire prendre conscience des avantages de notre commune et puis peut-être aussi des nécessités d'adaptation obligatoires vis-à-vis des enjeux qui arrivent. Voilà. Après, je me répète, je crois. Sinon... Moi, je vais... 3500. Alors en fait, Saint-Sauveur-Village, si vous regardez sur la carte, vous n'avez pas trouvé parce que c'est une commune nouvelle. Donc en fait, c'est Saint-Sauveur-Landelin et 6 petites communes autour. Donc Vaudrey-Minil, Saint-Michel-de-la-Pierre, Saint-Aubin-du-Perron, Ménibu, je vais en oublier, Ancteville, La Rondehaye. Voilà. Et puis j'ai cité Saint-Sauveur-Landelin, donc voilà, on a tout ça. Et tout ça, ça fait 3500 habitants quand même. Hein, donc voilà, avec des gros enjeux quand même, hein, puisqu'on a des communes qui sont comme Vaudrey-Minil, qui sont comme ici, pratiquement avec une nappe affleurante. On est dans le Marais. Hein. Donc on parle beaucoup de la côte, mais la nécessité de s'adapter, elle viendra aussi de ces communes-là, hein, puisque rapidement ils auront... moi j'habite à Vaudrey-Minil, donc je sais ce que c'est, hein, donc rapidement on aura les pieds dans l'eau, hein, c'est une évidence. Et puis d'autres communes qui ont d'autres enjeux, mais voilà, il y a cette nécessité de trouver aussi, de commencer à réfléchir à comment s'adapter. Hein, voilà. Et donc pour les populations, ça, ce sont des éléments qui sont pas forcément encore perceptibles pour eux. On parle beaucoup de la côte, hein, si on est ici, là, si on regarde les gens qui suivent l'actualité ici, ils parlent beaucoup de la côte et du trait de côte qui bouge, mais il y a aussi de gros enjeux à l'intérieur, quoi. Ouais, moi, je voulais revenir aussi sur la question de la rencontre, là, sur réhabiter. Pourquoi on parle de réhabiter ? En fait, c'est aussi un changement culturel, une façon nouvelle de considérer le lieu qu'on habite, non pas comme un lieu où l'homme domine complètement la nature, mais vraiment comme l'homme, une partie intégrante d'un milieu. Et donc, du coup, l'approche qu'on a aussi cherché à expérimenter là, avec cette résidence, c'est aussi une approche du territoire par ses bassins versants, et non pas par ces délimitations administratives limitées à ces dimensions administratives, mais plutôt représenter aussi le territoire par ses bassins versants, axé sur justement les différentes strates qui composent ce territoire, à la fois son sol, à la fois les êtres vivants, à la fois cette géographie aussi qui a été dessinée par les cours d'eau, et aussi les constructions humaines replacées dans ce milieu-là. Et donc ça aussi, c'est une façon de décaler le regard et de ne pas parler, voilà, on pourrait se dire, on va parler d'architecture directement, on va parler de patrimoine, etc. Ça, on sait très bien le faire. Nous, en France, d'ailleurs, le patrimoine, c'est vraiment un des sujets que les Français adorent. Mais du coup, on parle de patrimoine, mais en même temps, on oublie en fait tout ce qu'on a fait depuis 70 ans, depuis l'après-guerre, et même depuis déjà 200 ans, on a quand même dessiné nos territoires, on les a vraiment fortement abîmés, on va dire. Et là, aujourd'hui, en prenant conscience aussi en faisant ce pas de côté et en ayant cette vue un peu décalée, l'idée, c'est aussi de se replacer de façon plus humble dans le territoire, face aux éléments. Déjà, tu parlais de la montée des eaux par les marais, par le littoral, dans la Manche, là, c'est vraiment déjà là. Mais aussi par rapport à tout ce milieu qu'on habite, en fait. Et donc, repenser notre place dans ce milieu-là, ça invite ensuite, par effet ricochet, à repenser aussi notre façon de construire et d'habiter
cet endroit, c'est-à-dire de reconsidérer l'architecture, non pas comme un habitat complètement hors sol, enfin pas hors sol, mais complètement déconnecté de la terre, mais plutôt aussi se nourrir des ressources qui sont là, de la paille, du bois, de la terre, qui sont aussi des cultures constructives qui sont présentes et des savoir-faire qui sont présents dans le territoire, qui sont fortement portés en plus par le parc Zémarais, là, qui est aussi très actif là-dessus et qui font vraiment une spécificité, une singularité reconnue aussi en France sur cet aspect constructif. Et donc, du coup, repenser nos façons d'habiter avec tous ces sujets en tête, quoi. Et là, ces approches-là, plus par le milieu, plus avec un patrimoine culturel immatériel lié au savoir-faire, lié aux ressources locales, etc., lié aux façons de construire plus localisées, c'est une façon aussi de penser la façon dont on va réhabiter ces endroits-là. C'est-à-dire on va habiter, mais on va habiter avec une autre façon de se positionner dans ce paysage, dans ce territoire. Et c'est ça qui va aussi amener une autre façon d'en prendre soin. Et d'ailleurs, la réhabitation, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui font le lien aussi avec des approches très permacoles de prendre soin du territoire, prendre soin de soi et partager aussi les ressources et les productions qui sont là, va vraiment sur l'idée de la permaculture, mais là vraiment liée à la façon d'habiter un territoire en particulier. Je ne sais pas si ça fait écho à des choses... On peut vous poser des questions ou on attend? Non, pose des questions, mais il faut que tu répètes les questions. Ah d'accord, ok. Alors, pas trop longue alors. Là, vous dites que vous réhabitez, donc c'est pour des futures habitations. Mais ce qui est déjà mis en place, vous allez l'adapter aussi ou quoi? Alors, là, je repose la question. Donc, on parle de réhabiter. Alors, réhabiter, pour moi, ce n'est pas le futur. Hein, mais réhabiter, on peut déjà réhabiter aujourd'hui. Voilà. Donc, la question, c'était... c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait de l'habitat qui est déjà en place? Déjà, est-ce qu'on l'intègre dans bien cette sûr. réhabitation? Bien sûr. Même si... Comment déjà, il est là, donc on va faire avec ce qui est déjà là. D'ailleurs, cette approche sobre et frugale, elle considère l'existant comme une base de départ. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce qui est déjà là pour ne pas aller chercher d'autres sources. Donc, on fait déjà avec ce qui est là, ce qui est disponible. L'idée même d'ailleurs du mouvement de la frugalité heureuse, c'est aussi de se poser la question, faut-il encore construire? Évidemment, il va falloir adapter, mais faut-il encore construire? Il y a déjà énormément de construction humaine et faut-il construire du dur aussi? Il y a aussi des réflexions sur l'habitat léger, sur d'autres façons aussi d'habiter, notamment en lien aussi avec des territoires qui vont être devenus inhabitables, enfin qui vont devenir inhabitables. Comment on pense aussi l'habitat aujourd'hui, mais aussi peut-être mobile pour pouvoir s'adapter plus tard. Donc, nous, la réhabitation, elle se fait déjà dans les cerveaux. Elle se fait parce qu'on va changer sa façon déjà d'aborder les lieux qui nous entourent, le milieu qui nous entoure. Déjà, ça, pour nous, c'est le premier pas. Et en tant qu'acteur de la culture, c'est aussi ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire transformer la façon de considérer ce lieu-là. Et du coup, ensuite, d'en prendre soin. Enfin, ça marche, je pense que ça marche ensemble, la façon de reconsidérer l'ensemble des vivants qui sont autour, le sol, d'en prendre soin et de le respecter. C'est déjà une façon de se mettre un peu en retrait et de se dire, moi, l'impact de mon habitat sur ce territoire-là, il faut qu'il soit le plus respectueux et le plus simple possible, quoi. Donc, on fait déjà avec l'existant et ensuite, on essaye d'imaginer avec, évidemment, en s'appuyant sur les savoir-faire liés aux ressources locales,
On peut parler de la Terre, puisque le parc, par exemple, a des programmes de recherche aujourd'hui. Le programme COP-Bosch, par exemple, c'est un programme de recherche autour de la Terre qui allie aussi les technologies d'aujourd'hui pour essayer d'avoir des matériaux, des mélanges et des techniques de construction qui puissent bénéficier des savoir-faire ancestraux transmis comme un patrimoine immatériel, mais qui va intégrer des techniques et des outils de mesure, par exemple, ou tu parleras peut-être mieux de COP-Bosch que moi, hein, mais voilà, qui agrège aussi des architectes qui font de la recherche sur ce type de sujet, pour en faire un vrai matériau d'avenir. Un matériau qui va avoir des qualités qui vont permettre de supporter la chaleur, qui vont permettre de tenir dans le temps, qui vont permettre aussi de faire avec les ressources locales et qui vont permettre aussi aux habitants de gagner en savoir-faire, puisqu'il y a énormément de chantiers, notamment menés dans la Manche avec Enerter, par exemple, ou avec le parc. C'est des façons aussi d'incapaciter les habitants à la construction, à l'entretien. C'est une façon aussi de leur redonner un pouvoir d'action sur leur habitat. Parce qu'en fait, là, avec l'industrialisation, on a complètement perdu la main sur notre habitat. On est obligé d'aller acheter tous les produits manufacturés qui servent à construire. Et aussi tous les produits, tout ça étant lié à la pétrochimie et et au cimentier. Donc il y a eu un décrochage en fait avec le passage à la construction industrielle qui pollue nos atmosphères, pollue nos territoires et absorbe toutes les ressources. Donc là, il y a cette réhabilitation, elle se pose la question aussi du retour à l'artisanat, du retour aussi à la maîtrise des gestes liés à ces savoir-faire qui font partie de notre patrimoine immatériel, et aussi à la possibilité pour chaque habitant de reprendre la main sur son habitat pour en devenir vraiment un artisan à sa manière, quoi. Sur le comment, tu as parlé tout à l'heure de fait finalement de construire, d'arrêter peut-être de construire, etc. On a eu des chiffres, on est en renouvellement de PLUI sur la communauté de communes de Coutances, et la préfecture nous a donné des chiffres. Alors comme tous les territoires, il faut que je lève plus haut, voilà. Comme tous les territoires, on a pris beaucoup de terres agricoles. Alors je ne sais plus combien par an, mais c'est énorme en fait. Et donc ça pendant 20 ans. Et la Comcom de Coutances, elle a gagné en 20 ans 10 habitants. Donc en fait, finalement, toutes les terres qui ont été prises, ce n'était pas pour avoir des habitants en plus. Donc voilà, en fait, globalement, ça montre bien que c'est bien gentil de refaire des lotissements, de faire ce qu'on fait depuis 20 ans, mais ça n'apporte pas plus d'habitants. Donc ça, on en a bien conscience. Tu parlais de COP-Bosch tout à l'heure. Alors en fait, la Bosch, c'est une technique qui pose un petit problème parce que c'est long, ça ne peut pas être industriel. Donc la technique COP-Bosch, ça avait deux enjeux. La première, c'était de permettre à un artisan de faire ça de façon un tout petit peu plus, on ne va pas dire industrielle, mais un peu moins artisanale, donc en améliorant la technique. Donc ça a été fait avec notamment une sorte de grillage, de façon à ce que ça puisse être fait avec une petite grue. Et puis améliorer l'isolation de la bauge. La bauge, elle a des qualités, mais elle est très peu isolante. Elle a une bonne inertie thermique, mais elle n'est pas isolante. Donc du coup, l'idée c'était de pouvoir mettre deux couches, une couche plutôt isolante à l'extérieur et une couche traditionnelle à l'intérieur. La bauge. La bauge, c'est de la terre et de la paille. Un mélange de terre et de paille. C'est pas isolant. Alors non, pas trop, non. Ça a une bonne qualité thermique, mais c'est pas isolant. Voilà. À quel niveau isolant? Comment ça? Puisque thermiquement, c'est bon. Alors, c'est bon pour ça a l'inertie. Quand on chauffe, l'épaisseur du mur va garder la chaleur et va la restituer. Mais après, en termes de tests comme ils sont faits d'habitude, ça garde pas forcément, quoi. Voilà. Alors après, moi, je suis pas un grand spécialiste du truc, mais ça me paraît énorme. Ça. Ah oui. Le 1er août, on a une conférence spéciale sur les méthodes de construction, etc. 1er août, conférence sur les.
Matériaux de construction, et d'éco-construction, je partage aux internautes. Moi, j'ai une question. Oui. Quand on dit réhabiliter nos territoires, est-ce que ça veut dire, par exemple, je prends chaque aspect de la transition séparément, est-ce que ça veut dire toutes les choses entre guillemets classiques, c'est-à-dire zéro artificialisation des sols et territoires, énergie positive, etc. Ou est-ce que c'est regarder tout ça autrement? Bah, moi, je pense qu'il y a quand même un aspect. Alors, oui, il faut que je redise ta question. Hein. Donc, Concentre-toi. oh là là, c'est dur. Je devrais prendre des notes à chaque fois. Alors, est-ce que réhabiliter, ça veut dire on continue est-ce que ça veut dire est-ce que c'est un mot qui résume en fait tous les aspects de la transition qu'on pourrait mettre en œuvre, ou ça englobe une idée plus globale. Ah ouais, alors moi je pense que c'est plus global, et puis c'est aussi un aspect humain, spirituel aussi fort. C'est-à-dire que les mouvements liés à la réhabilitation, on en parle donc en lien aussi avec l'aspect biorégional, c'est-à-dire c'est une approche, comme je disais tout à l'heure, par les milieux, par le vivant, et quelque chose de très mouvant. Et donc c'est aussi lié à l'écologie profonde, c'est aussi lié à donc reconsidérer notre place dans le territoire, mais du coup peut-être aussi cette sobriété, elle vient aussi d'un mode de vie qui se détache en fait de tout plein de questionnements peut-être qu'on a aujourd'hui, ou de pratiques qu'on a aujourd'hui. En fait, c'est vivre de façon beaucoup plus proche aussi du milieu qu'on habite, quoi. Et donc, pour moi, je pense que c'est aussi c'est un changement de mode de vie profond, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi une façon après de consommer, de tout ça qui est complètement remise en question. Puisque c'est plus la même chose. Et en fait, quand on voit les pionniers du biorégionalisme qui étaient en Californie et qui continuent encore, mais qui ont commencé dans les années 70, ils vivaient vraiment dans la vallée de façon très, très frugale et en osmose, on va dire. Ça se rapproche aussi des modes de vie autochtones, etc. Donc on est vraiment... je sais pas, voilà, ils relient ça à des modes de vie indiens, des modes de vie... nous, alors c'est vrai que nous, les autochtones, ça paraît très loin, en fait, puisque nous, notre culture européenne, on a du mal à se reconnecter avec des autochtones, parce qu'il y a déjà tellement d'années de civilisation, de construction humaine, d'évolution des savoir-faire, etc., qui nous ont déjà coupés de la nature depuis très très longtemps. En fait, on a du mal à comprendre de quoi on parle, parce que culturellement, on a une histoire qui est un peu particulière, qui est peut-être plus facile à retrouver quand on est aux États-Unis notamment, puisqu'on a déjà encore des peuples qui vivent, des communautés qui vivent vraiment dans leur milieu de façon... Et on ne parle pas de devenir amiche, bien sûr. Et on ne parle pas de devenir amiche, parce qu'on disait tout à l'heure qu'on avait tout ce qui était là était disponible. On ne va pas casser toutes les maisons, par exemple en Normandie, de la reconstruction. Parce qu'elles sont là, et par contre, on va adapter nos modes de vie, on va s'adapter à tout ça. Donc nous, Territoire Pionnier, par exemple, on travaille beaucoup sur la reconstruction. Là, on vient d'acquérir nos petits locaux là, dans le centre-ville de Caen, justement dans un quartier reconstruction, reconstruit après-guerre. Et on s'est dit, nous, notre façon d'expérimenter, là, ça va être d'essayer de réhabiliter ce bâtiment reconstruit dans les années 60 avec du réemploi et des matériaux locaux et des techniques locales. On voit très peu de bâtiments en paille à Caen, alors qu'il y a la plaine de Caen qui en fournit à profusion. Donc, en fait, comment nous... On pourrait mettre en pratique, peut-être en prenant du temps, en discutant, en faisant des chantiers participatifs, je sais pas, en essayant d'être créatif, justement, on peut essayer de mettre en pratique cette façon d'imaginer notre local, déjà, tout simplement, très concrètement, et de le transformer autrement, quoi. Et sur une commune, c'est la même chose, hein, du coup, puisque depuis qu'on est élu, comme on a bien conscience du rôle qu'on doit avoir, à partir du moment où on décide de faire une rénovation, on va prendre des matériaux biosourcés. Et donc, du coup, on va bousculer des artisans qui ont des habitudes déjà. Et
ou des équipes techniques qui ont l'habitude de travailler de façon plus conventionnelle, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, même si nous on a bien conscience, pour chaque prise de décision, il faut bien qu'on mesure les enjeux à chaque fois. Et donc de la même façon, on essaye de faire très attention à chaque fois. Moi, je vais compléter aussi parce qu'en fait, nous, on travaille aussi donc on sensibilise les populations, les acteurs publics, etc. Mais on travaille aussi avec les architectes et notamment beaucoup d'étudiants ou de jeunes professionnels qui regardent ce qu'on fait et qui sont attentifs à ce qu'on raconte, quoi. Et donc, faire appel aussi à des jeunes professionnels, mais aussi à des jeunes artisans et leur confier ce type de projet de questionnement, déjà, de demande, c'est important. Et puis, de se mettre en situation. Et puis aussi, c'est aussi initier, un peu comme tu le dis Laurent, initier des filières, des changements profonds dans les filières. C'est-à-dire, alors c'est vrai que nous, là, on discutait avec les membres de Territoire Pionnier hier, beaucoup sont architectes, nous disaient, un bon artisan, c'est difficile à trouver et c'est de plus en plus difficile à trouver. Et en fait, il est urgent là, de bien que les charpentiers transmettent leurs gestes, qu'il y ait des chantiers qui se mettent en place. Et là, moi, je suis assez confiante parce qu'il y a des jeunes là, qui sont en train de se lancer et qui visent à faire des rénovations comme ça, exemplaires, mais à aller chercher des matériaux en se donnant comme défi de chercher dans les 150 km autour du bâtiment à rénover. On va chercher tout ce dont on a besoin. On partage, on soutient les artisans et les personnes qui sont derrière ces métiers, etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie révolution parce qu'il y a d'un côté, il y a le rouleau compresseur, vous marchez contre le nucléaire, mais nous, dans notre filière, il y a la filière du bâtiment, il y a la pétrochimie et les cimentiers, quoi. En gros, c'est ça. Et ça, c'est des vrais lobbies aussi qui sont présents et qui sont difficiles. Et les architectes à côté, ils sont tout petits. Hein. En France, il y a 30 000 architectes, donc c'est vraiment tout petit. Mais cette prise de conscience collective, elle amène de toute façon à faire autrement. Donc on peut aussi, comme une prise de conscience alimentaire peut nous amener à acheter complètement, à modifier complètement notre façon de consommer tous les jours pour manger, là on pourrait imaginer qu'on a cette prise de conscience et de toute façon on va être obligé d'y arriver puisqu'on voit déjà là, avec le Covid les pénuries de bois, les pénuries de matériaux, il y a déjà des pénuries et donc il va falloir faire avec ce qu'il y a. Il y a énormément de produits manufacturés à récupérer, à réemployer. Et puis après, il y a des ressources qui sont là à profusion, les ressources végétales notamment. Je parlais de la paille tout à l'heure, mais il y a le roseau, il y a le bois, il y a le chanvre, il y a le lin en Normandie. Enfin, il y a énormément de matériaux. Alors, c'est vrai qu'ils sont peut-être, ils ont été un peu mis en veille pendant quelques années, mais il y a énormément d'acteurs en Normandie qui sont mobilisés sur le développement de ces nouvelles filières, de ces nouveaux produits, enfin de ces nouveaux, c'est pas des nouveaux, de ces différentes matières, et il faut y aller, quoi. Véronique, j'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, un territoire pionnier, vous êtes plus dans une approche, on va dire, culturelle, intellectuelle et réflexive. Et vous venez, donc on a vu par exemple à vous, monsieur, Quetrélu, c'est bien ça votre... Nous, on est une structure culturelle en fait. Voilà. Et donc, justement, j'arrive bien à imaginer la réhabilitation notamment de constructions anciennes. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai participé à un chantier Mercaire autour de Pont-Hébert. Donc, effectivement, la personne en question était dans une maison ancienne, donc ça avait du sens de refaire des murs en terre. Donc là, je vois bien, mais j'ai du mal à l'imaginer. Par exemple, prenez ici à côté ce lotissement, comment faire en sorte de réhabiliter ou d'amener quelque chose qui sera plus en osmose avec l'environnement. Je ne vois pas trop comment faire, quoi, à ce niveau-là, si ce n'est à cacher le béton, je ne sais pas. Alors là, donc je vais répéter votre question. Ouais. Tu vas se répéter, c'était pas long. Donc la question, c'est est-ce qu'on voit bien comment on va pouvoir réhabiliter ou
se réemparer d'un patrimoine qui est ancien, mais comment on va faire avec le patrimoine plus récent? Bah, là, ça c'est une vraie question et c'est une question aussi de créativité pour moi. C'est-à-dire que ce patrimoine, il est là. Comment on va s'en emparer vraiment, garder ce qui est qualitatif, mais peut-être transformer aussi ce qui nous empêche ou ce qui nous gêne ou ce qui... De toute façon, il va falloir s'adapter. Donc, peut-être qu'il va y avoir des formes hybrides qui vont naître de... Enfin, si vous regardez des habitats dans d'autres pays où il y a beaucoup moins de normes et où les habitants sont beaucoup plus acteurs de la transformation de leur lieu de vie, où ils font ça de façon très vernaculaire, on va dire, de façon très, très simple, ils récupèrent, ils transforment, etc. Vous allez, je sais pas, au Vietnam, en Afrique, tout ça, il y a des espèces de mix de matériaux, des mix de techniques aussi. Je pense que nous, finalement, on va arriver aussi à des esthétiques qui vont changer. On a par exemple des architectes qui travaillent sur du réemploi. Forcément, le réemploi, ça amène à des esthétiques qui sont différentes, qui vont être, qui vont peut-être être moins propres ou moins. Ça va pas être l'architecte où tout va être sur mesure, mais ça va être quelque chose de beaucoup plus organique, on va dire, ou en tout cas dessiné autrement. Et c'est aussi faire évoluer l'appréhension de l'esthétique. Peut-être en France, c'est aussi notre culture du château. Si on regarde le bois, par exemple. Si on regarde le bois, les maisons en bois, en fait, structure bois, je crois qu'il y a une dizaine d'années, il y en avait assez peu finalement. Et puis là, maintenant, lorsqu'on parle de faire une extension sur un bâtiment, ça vient assez vite, le fait d'utiliser le bois. Ouais, même faire un étage au-dessus, agrandir, faire des extensions. Et quant à la terre, c'est vrai que on a du mal peut-être à l'imaginer une construction neuve, mais en fait, il y en a déjà. Si on prend le bâtiment, une antenne de la communauté de communes de Seftot, je crois que c'est Seftot, c'est comme ça que ça s'appelle, Perrier, ça a été fait en terre. Voilà. Il y a dans l'expérimentation Cope-Bauge, il y a 2 habitations en terre qui vont être faites. Il y en a une qui est faite pour expérimenter avec des capteurs, comme l'a dit Elisabeth, mais il y en a 2 qui vont être vraiment des vraies maisons. Donc il y en a une à Vaudrémilly sur ma commune, justement. C'est le hasard, c'est pas parce qu'on l'a poussé, mais on est plutôt content, quoi. Donc c'est une association qui voulait modifier son bâtiment. Donc ils vont raser un bâtiment qui n'avait aucun intérêt. C'était un bâtiment en bois qui tombait par lui-même, quoi. Donc du coup, ils vont refaire en terre. Donc voilà, c'est possible. Et moi, ça me fait penser aussi à l'exemple au Havre. Il y a un ancien hangar sur le port du Havre, là, le hangar 0. Je ne sais pas si vous allez y passer, mais en tout cas, je vous invite à aller le visiter. C'est un bâtiment donc, en briques très simple, un bâtiment industriel sur le port qui est réhabilité là, en tiers-lieu, vraiment zéro déchet, zéro chômeur, zéro exclusion, et qui est vraiment fait... tous les enduits intérieurs sont faits en terre, ils sont en train de développer le réemploi de façon importante. Et il y a des chantiers participatifs, là on a fait ça pendant le chantier commun l'année dernière, des chantiers enduits terre, donc ils utilisent la terre pour faire tous les enduits intérieurs du tiers-lieu. Et donc c'est une architecture industrielle qui est transformée avec des matériaux et des matières locales. Et donc c'est aussi ce mix. En fait, il va faire naître aussi, je pense qu'il va aussi faire ouvrir nos imaginaires aussi à des nouvelles formes d'architecture ou à des nouvelles formes des nouvelles esthétiques aussi. Est-ce qu'on peut végétaliser les murs aussi sur des choses comme ça ou pas? Est-ce qu'on peut végétaliser les murs? Sur des pavillons. Comme des choses comme ça, comme les pavillons. Ah oui. C'est plus fort parce que je n'ai pas de billes là-dessus, moi. Je ne sais pas, après, on peut toujours végétaliser. En tout cas, on voit à Caen, là, il y a des démarches d'une association là, qui s'appelle Caen au pied du mur, qui travaille sur la végétalisation au sol, mais aussi sur la végétalisation de toutes les surfaces possibles d'un habitat. Donc, il y a aussi possibilité, évidemment, de végétaliser les côtés. Après, à voir comment ça se passe, quoi. Il y a suivant le type de plante qu'on va choisir, il va y avoir plus ou moins d'effets d'humidité, etc. Je crois qu'il y a la dame. Oui, je crois Oui, que... allez-y. Pour un projet d'habitat participatif
Alors, pour un projet d'habitat participatif, est-ce qu'on pourrait être des bons conseillers? En fait, nous, justement, on intervient en amont du projet. En fait, en tant que structure culturelle, on vient préparer le terrain. On est des sortes de vers de terre qui, quand on arrive de quelque part, on bouge la terre, on bouge tout. Et on prépare le terrain pour qu'ensuite d'autres viennent cultiver ou viennent construire. Donc en fait, nous, on fait ce travail-là en amont et on fait aussi du travail après de valorisation et de médiation. Mais vraiment, on fait ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et ensuite, il y a des maîtres d'œuvre ou des architectes qui, eux, dont c'est le métier de construire et eux, ils sont là pour construire, quoi, avec le vrai savoir-faire de construction. Par contre, nous, c'est vrai qu'on a des liens avec pas mal d'architectes dans la région qui mènent déjà ce type de projet et qui sont aussi à même de pouvoir répondre à des demandes de petits groupements de futurs propriétaires ou de personnes qui souhaiteraient se lancer dans ce type de projet. Alors, pour information, il y a une rencontre qui est organisée au mois de septembre par le CAUE du Calvados, le Conseil en architecture, urbanisme et environnement, au mois de septembre, entièrement dédié à l'habitat participatif. Donc, ça sera ouvert à tous, ce sera au Dôme à Caen. Et donc, ce sera si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, je vous invite à venir. Alors, Et une autre question. ah, pardon. Oui, ma question c'est, donc vous êtes élu. Est-ce que les élus, on va dire au niveau départemental, régional ou au-dessus, ont une sensibilité déjà par rapport à ça ou finalement ce sont des initiatives locales, ce qui est très bien, hein, parce que moi je pense que le changement il va venir de nous, mais voilà, je me posais quand même la question. Alors une question sur est-ce que, voilà, il y a un élu là d'une commune, mais est-ce que d'autres élus à d'autres niveaux, communauté de communes, départements, régions, sont sensibilisés à ces questions? Moi, en complément. Et en complément. Concrètement, vous, dans votre communauté de communes, comment ça se passe? Comment vous sensibilisez la population concrètement? Comment concrètement on sensibilise la population à ces questions? Je ne sais pas, tu veux répondre? Sur les différentes échelles, je sais pas, je sais pas comment dire. C'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, il y a des choses qui sont faites, hein, c'est une évidence. Maintenant, ce que j'ai souvent constaté, c'était que si on parlait justement des enjeux environnementaux, on peut avoir des réponses. Il y a des réponses. Et puis après, on change de sujet. Et puis à ce moment-là, on ne s'est plus pris en compte du tout. Voilà, c'est un peu ce que j'avais constaté, moi. Donc ça, quelle que soit l'échelle. Après, voilà, je ne préfère pas forcément trop insister, mais c'est ça. Quant à la communauté de communes, moi j'ai déjà, on intervient souvent, hein, pour pointer du doigt que peut-être, attention, on devrait peut-être pas forcément prendre cette décision, mais peut-être qu'elle devrait être un peu plus mesurée. Enfin voilà. Moi, j'ai déjà, voilà, on m'a déjà qualifié d'extrémiste, donc voilà, ça peut vous donner une idée. Ça n'est pas évident du tout. Non, c'est pas une évidence. Alors, nous qui faisons de la sensibilisation de tous les publics, c'est aussi sensibiliser les élus et notamment les résidences d'architectes. Je trouve que c'est un outil qui permet d'impliquer sur une démarche qui est un peu longue, sur quelques semaines, quelques mois, d'impliquer à la fois des élus d'une commune, à la fois des élus d'une communauté de communes, à la fois des élus du département. Notamment, on a fait une résidence pas loin d'ici, là, à Regnéville-sur-Mer, à la demande du département sur l'avenir du château de Regnéville. Et là, on avait associé, et là, c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on associe différentes échelles de collectivités. Et on associe aussi des acteurs de l'architecture et aussi des acteurs locaux. Et les architectes, évidemment, qui sont en résidence, eux, font le lien aussi avec la population. Donc on a en fait une espèce d'espace qui s'ouvre pendant le temps de la résidence où toutes ces personnes vont cheminer ensemble, se questionner ensemble. Et évidemment, les prises de conscience, ça va être aussi collective. Alors ça marche plus ou moins bien, parce que ça va dépendre aussi des personnes, parce que c'est vraiment des questions de personnes aussi.
À Regniéville, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, on se questionnait sur le château, que petit à petit, les architectes ont ouvert à une réflexion beaucoup plus large sur le bourg, mais aussi la communauté de communes, puis aussi sur le rayonnement du château à l'échelle du département. Et que ce sont les élus de la communauté de communes qui ont abordé l'évolution du trait de côte et l'évolution aussi les effets de la montée des eaux à Regniéville, et notamment le fait que le château allait se retrouver les pieds dans l'eau. Et le fait d'avoir mis tout ça en discussion autour de cet élément, le château, ça a fait énormément avancer, on va dire, l'ensemble des acteurs autour de la table. C'est-à-dire le fait de collectivement se dire le château va avoir les pieds dans l'eau, est-ce qu'on fait des investissements pour le rénover à hauteur aussi d'un monument historique, c'est-à-dire un monument historique, ça veut dire quasiment tout de suite des millions derrière pour quel usage. Et en fait, avec les architectes qui, eux, ont proposé aussi d'autres idées d'usage, d'autres possibilités d'occupation des lieux, on s'est dit, non, finalement, comme ça risque d'être submergé assez rapidement dans le temps, pas la peine de mettre des millions là-dedans. Par contre, peut-être il faut penser à faire des aménagements beaucoup plus soft, on va dire, avec réversibles, des choses très, très sommaires, mais qui permettent de profiter de ce lieu qui est identifié par tous et qui est symbolique aussi de la vie ici et qui rassemble, profiter de l'aura de ce lieu pour en faire un lieu d'expérimentation, de transition et de transmission aussi de savoir à la population. Et d'en faire un lieu, du coup, visible sur lequel que chacun peut venir se cultiver, apprendre, expérimenter, tester, etc. Et donc, du coup, on a... en effet, de cette résidence, il y a le fait qu'on continue à travailler donc, dans la même communauté de communes, cette fois-ci sur le bocage. Donc là, on a des élus et des acteurs des services qui ont travaillé avec nous à Regniéville, qui maintenant sont associés aussi à la démarche dans le bocage. Donc comment on imagine les solidarités, les questionnements côté littoral ou côté bocage, ça c'est intéressant. Comment aussi on intègre, alors qu'on est en train de redéfinir le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, comment aussi on réfléchit sur la vision commune qu'on a de l'évolution de notre territoire pour ensuite pouvoir intégrer dans le code de l'urbanisme, dans le règlement d'urbanisme, ce qui va rendre possible cette vision. En fait, le problème, c'est que souvent, on fait le règlement d'urbanisme, mais sans aucun projet, sans aucune vision pour son territoire. Et là, le fait de se mettre autour de la table et de questionner comment on a envie de vivre, ou comment il faudrait qu'on s'adapte, ou les questions qui se posent et quelles réponses on a envie de se donner collectivement, mais c'est des réponses sur... l'évolution du trait de côte, mais c'est aussi sur l'agriculture, sur l'hospitalité, comment on va accueillir aussi les activités ou les personnes habitant dans des communes qui vont être submergées, comment ça va se passer, c'est comment on va réorganiser aussi l'habitat, etc. Toutes ces questions, ça va contribuer le fait de le mettre en discussion, ça permet de définir une vision commune ou des visions partagées qui vont alimenter le règlement d'urbanisme. Et c'est là où l'architecture et l'urbanisme sont politiques, parce que quelque part, le fait de se mettre autour d'une table et de se dire nous, on veut vivre de cette façon-là, et on écrit le règlement ensuite qui va rendre possible cette façon d'habiter, c'est pour moi le bon sens dans lequel on devrait aller. Et ça, de pouvoir faire l'expérience collectivement de ça, et d'avoir des personnes qui sont... la direction de l'urbanisme, c'est quand même des personnes qui sont bien conscientes de tout ça et qui œuvrent à ça. Mais après, là, on est sur un territoire... mais c'est pas du tout comme ça dans l'ensemble de la région, quoi. Je veux dire, là, on est sur des territoires... il y a un contrat de transition écologique signé avec l'État. Il y a déjà une conscience aussi et puis même aussi une urgence, parce qu'il y a déjà des activités qui sont touchées par la montée des eaux, donc il y a aussi une urgence à apporter des réponses. Et donc du coup, il y a une sensibilisation des élus qui est forcément plus importante. Mais elle est faite aussi en interne par les services, quoi. Et après, il y a peut-être des gens aussi, moi je suis un peu pareil, hein, on essaye de pousser toujours plus loin parce que ce qu'on va imaginer maintenant comme une réponse... ça va être vite dépassé quand on voit
l'urgence et surtout les objectifs et l'évolution à l'horizon 2100, quoi. Question. Là, c'est dans des territoires où il y a urgence. Si vous travaillez dans un territoire où il y a moins d'urgence, je suppose qu'il y a une partie de la population, en tout cas, qui ne se sent absolument pas concernée. Donc il faut qu'il y ait quelle part d'intérêt du public pour des citoyens pour arriver à faire bouger quelque chose. Est-ce qu'un projet au départ à 2-3 sur un territoire, ça peut avancer? Est-ce qu'il en faut une dizaine, une vingtaine? Et c'est quelle taille de territoire? Alors, quelle taille de de territoire pour arriver à des changements concrets et est-ce que c'est et quelle proportion, voilà, pour que ça avance. Alors, nous qui travaillons très en amont, en fait, nous on se rend compte que la culture, ça avance tout doucement. En fait, c'est un énorme chantier, quoi. C'est un vaste, je veux dire, pour balayer 200 ans d'industrie et 70 ans de modernité, c'est difficile, quoi. Et donc, en fait, c'est un vrai chantier collectif, un vrai chantier commun, ça. Après, on sent quand même qu'il y a une partie de la population qui est sensibilisée, voire même maintenant qui a envie aussi de passer à l'action, notamment pas mal de jeunes, mais aussi beaucoup de gens sensibilisés et sur le terrain. Et surtout, là, moi, je pense qu'au-delà des aspects de transition, je pense que déjà, se reconnecter au lieu où on habite et se poser 2-3 questions, c'est déjà la base. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de se dire comment on va faire la transition. Là, déjà, c'est où est-ce que j'habite? C'est déjà la question qu'il faut se poser avant tout, quoi. Parce que quand on se pose la question de où on habite, là, on a fait un petit livret pour les enfants, ça s'appelle « Où habitez-vous ?» On pose 2-3 questions. On a repris le quiz biorégional lancé par les Américains là, dans les années 70. Et donc, les questions, c'est « Où vont mes déchets ?» Est-ce que vous pouvez-vous citer 5 oiseaux des jardins autour de vous? De quoi est constitué le sol sous vos pieds? Où en est la Lune dans son cycle à 2 jours près? Quand on pose ce type de questions, nous, on est allé voir on s'en sert comme base pour aller voir des scolaires pour faire des projets. En fait, au début, on est là, même nous, quand on l'a fait la première fois, on est là, on est nuls, en fait, on ne sait rien du tout, quoi. Et en fait, ça ouvre énormément de champs de curiosité. Les réponses, on ne les a pas tous, mais par contre, on peut passer notre vie à aller chercher les réponses à toutes ces questions dans un périmètre qui est le périmètre de notre bassin de vie, quoi. En fait, un peu comme quand on était confinés, là, on allait dans nos 10 km, les 1 c'était dur, mais 10 ça allait un tout petit peu mieux. Dans cette échelle-là, qui est praticable à pied ou qui est praticable en vélo assez facilement. Déjà, se poser ces questions-là, c'est une façon aussi je reviens là-dessus, mais de se repositionner là où on habite et de porter attention à tout cet environnement. Et donc, dans ce petit livret, il y a ce quiz-là. Et il y a aussi un autre exercice qui est celui de se promener justement autour de chez soi et d'essayer de faire abstraction de toutes les constructions humaines et de ne regarder que ce qui est naturel, enfin, ce qui était là sans les humains. Et en fait, quand on est dans des quartiers d'habitat, comme à Caen, notre quartier, là, un quartier où il y a plein de petites maisons et tous les jardins sont derrière des murs, par exemple, en fait, tout d'un coup, de casser les murs juste dans notre tête, de regarder les arbres, de regarder les oiseaux, de regarder les bestioles, etc., c'est une façon aussi d'explorer l'épaisseur du lieu qu'on habite et de redonner de la densité aussi au lieu qu'on habite, parce qu'on est plutôt habitué à l'explorer à l'horizontale, comme ça, là, on regarde plutôt des cartes, en fait, et nous, là, on est plutôt à regarder des coupes, c'est-à-dire à regarder les différentes strates, et puis toute cette épaisseur, en fait, qui fait la richesse du lieu qu'on habite, et qui fait qu'on pourrait habiter là très longtemps. Donc après, pour transformer nos lieux de vie, il y a un chemin à faire énorme entre notre absence de culture ou notre position hors sol pour beaucoup d'entre nous, quoi. Et le passage à l'action, il y a vraiment un chemin à faire chacun. Nous, à Territoire Pionnier, on essaye de lancer des transformations un peu plus pérennes, parce qu'on écoute les chercheurs psychosociologues là, de Rouen là, qui nous parlent et qui nous disent pour engager les personnes dans la transition,
L'idée, c'est d'avoir une expérience positive qui, du coup, quand on a une expérience positive, je sais pas, d'un chantier participatif, de plantation de haies, de, je sais pas moi, de construction en terre, juste de plantation même dans l'espace public, etc. Quand on a une expérience collective et positive, on se pose peut-être les questions différemment et surtout, on entre dans un chemin de transformation qui est certainement plus pérenne que quand on a une injonction du haut qui nous dit « fais ça ». Et en fait, on devient plus acteur. Et en fait, c'est ouvrir ces espaces de réflexion, ouvrir des chantiers participatifs, proposer des temps où on va faire ensemble, dans la convivialité, faire ses premiers pas ensemble. C'est aussi une façon d'entamer, pour moi, après la prise de conscience, c'est une autre façon aussi d'entrer dans cette transition, dans ces transformations. Et évidemment, on est trop peu nombreux à faire ça. Évidemment, il y a trop peu de propositions. Évidemment, le chantier est énorme, mais en même temps, on fait ce qu'on peut à notre place. Mais par rapport à ta question sur Saint-Sauveur, nos habitants, je pense qu'ils n'ont pas... ils sont pas, pour eux, il n'y a pas d'urgence parce qu'on est loin du trait de côte, on est sur un paysage de bocage. Bon, les gens qui sont dans le Marais, ils ont les pieds dans l'eau de temps en temps, mais ils ont l'habitude, quoi. Donc, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Nous, on a conscience qu'il y a urgence et je pense que les dernières infos nous montrent que plus ça va, plus il ne faut pas perdre de temps, quoi. Mais d'où le fait de trouver des leviers pour impliquer cette population et puis se dire, voilà, il faut ensemble qu'on bouge et puis qu'on trouve des solutions rapidement, quoi. Alors moi je suis 100% d'accord avec ce que vous avez dit jusque-là. J'habite en Isère, une ville de 20 000 habitants, et le PLU est en révision. Et en tant qu'association de protection de l'environnement, on rame pour faire des propositions pour freiner l'urbanisation, etc. Et je retrouve dans vos propos cette idée qui n'a pas encore fait son chemin, que non seulement il faut moins brûler de pétrole, manger bio, trier ses déchets, etc., mais aussi l'espace est une ressource. Habiter plus petit et ne pas construire, et aussi les matériaux. Et il me semble avoir entendu quelque chose comme le béton est le matériau le deuxième matériau le plus utilisé en France après l'eau. Ou alors bétoniser, je ne sais plus quelle surface, 4 mètres carrés ou un truc comme ça fait une tonne de CO2 qui sont émis. Et vous devez mieux savoir que moi ces trucs-là, mais là il faut vraiment ramer pour mettre dans la tête des élus cette idée que ces matériaux sont aussi limités et à utiliser avec parcimonie, et également l'espace, que le territoire n'est pas extensible. Et votre démarche, est-ce que vous avez des documents, ou est-ce qu'un site, quelque chose qui peut être utilisé aussi à l'autre bout de la France? Ah oui, avec des ressources ou des choses comme ça? Oui, alors je résume la question. Alors là, ça va être dur. Votre démarche va être connue, même dans le sud-est de la France. Oui, c'est ça. Comment notre démarche, elle peut être connue à l'autre bout de la France ou... En fait, on n'est pas tout seul. Hein. Nous, il y a énormément de personnes dans le domaine de l'architecture qui réfléchissent à toutes ces questions et qui œuvrent déjà sur les territoires. Donc, il y en a notamment, moi, je vous invite à aller voir le manifeste de la frugalité heureuse et créative dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un manifeste qui a été lancé par Philippe Madec, Dominique Gauzin-Muller et Alain Bornarel il y a 2 ans maintenant, et qui rassemble à la fois des professionnels, à la fois des élus, à la fois des citoyens, des étudiants, et c'est un manifeste qui pose un certain nombre de points
vraiment lié à la frugalité. Donc il y a la frugalité en ressources, il y a la frugalité aussi donc en ressources pour construire, mais aussi en ressources de sol. C'est aussi replacer le citoyen et l'habitant au cœur du projet, et c'est aussi être respectueux du milieu dans lequel on s'inscrit. Donc toutes ces questions-là, je pense que si vous cherchez aussi il y a des personnes qui sont signataires de ce manifeste, qui sont partout en France et qui sont déjà à l'œuvre aussi en France, un peu comme nous on l'y est à notre manière, mais il y a plein de professionnels qui y sont aussi à leur manière. Notamment pour inventer des nouvelles façons pas des nouvelles façons, des façons d'apporter des réponses autres que le béton. Il y a énormément d'architectes qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur les matières naturelles, qui travaillent sur des alternatives à la construction en béton. Après, je parlais tout à l'heure des lobbies. Les lobbies, ils sont là, ils vendent ils y vont, les camions toupies, c'est parti. Il y a une maison comme Alors, il y a une maison d'architecture en Isère aussi, à Grenoble. La maison d'architecture à Grenoble. Alors après, nous, on est Ça fait longtemps à Grenoble. Ils ont une école pour la terre. Ah oui, alors il y a Amaco aussi. Ouais, il y a Amaco là, qui est génial. Nous, on les a rencontrés l'année dernière parce qu'il y avait une exposition à Caen là, qu'ils avaient fait là, sur les fibres. Et, ils sont géniaux, quoi. Et là, il y a des formations, il y a des séminaires, il y a des ateliers ouverts, il y a énormément de choses. Ils ont vraiment un travail de médiation et de pédagogie et de transmission qui est génial. Ils sont reconnus en Europe et dans le monde aussi pour ça, avec des architectes comme Patrice Dohat, par exemple, qui sont vraiment géniaux, quoi. Et qui, du coup, aussi transmettent. On les avait invités à Caen, là, Patrice et sa femme, là, Nathalie. Vraiment, mais ils travaillaient, c'était autour du sable, et c'était plein d'ateliers pour découvrir les propriétés du sable, et dans une idée aussi de transmission très populaire, c'est-à-dire c'est des matières, on les a entre les mains, on découvre leurs propriétés, on manipule, c'est ouvert à tous, c'est des façons aussi de transmission scientifique et technique qui sont hyper abordables et qui permettent de s'approprier aussi ces connaissances. Et alors là, eux, ils peuvent, peut-être... Là-bas, en Isère, ils peuvent... Grenoble, c'est un grand centre. Ouais. Il y avait une université de la Terre. Une université de la Terre, À Grenoble. Ouais. Mais ils ont des spécialisations terre, etc. Mais ils sont vraiment reconnus là-dessus. Ouais. Et donc, il y a des liens Normandie-Grenoble. Oui. Parce que justement, il y a des liens avec notamment François Streff, qui est architecte et qui travaille... au parc naturel des Marais, là, et qui a des liens justement, et qui va régulièrement aussi à Grenoble voir Amaco et travailler avec eux. Moi, j'ai une question par rapport aux institutions. Est-ce que les ministères de l'Environnement, l'État ou les institutions européennes vous appuient pour accompagner tous les conseils municipaux qui planchent sur les PLUI? Voilà, ce serait beau. Ce serait beau, ce serait beau. Mais en fait, on est une toute petite structure, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la question sur comment les institutions nous appuient ou appuient des structures comme les nôtres, en fait, il existe aussi, je parlais tout à l'heure des CAUE, des conseils en architecture, urbanisme et environnement, qui eux font un travail vraiment de proximité, à la fois de conseils des collectivités et des conseils aux particuliers sur justement l'architecture et l'urbanisme et l'aménagement. C'est vrai que nous, Territoire Pionnier, on est peut-être un peu, comme notre nom l'indique, un tout petit peu en avance, enfin pas en avance, mais en tout cas, on a des questionnements un peu plus, je veux dire un peu profonds, quoi. En fait, nous, on en est pour tout vous dire, en ce moment-là, on se pose la question non plus de construire ou de ne pas construire, ni d'architecture, ni d'habiter. Nous, on est en train de se questionner sur l'habitabilité des territoires ou l'inhabitabilité. C'est-à-dire, on n'en est même plus à la question de savoir si on va construire ou pas. On est à la question est-ce que cet endroit-là va être habitable et comment on peut faire pour le garder le plus habitable possible. C'est-à-dire qu'avec la montée des eaux, on voit qu'il y a des territoires, le territoire habitable, il va se réduire. Et l'habitabilité, notamment aussi en lien, donc ça c'est des questions qui vous intéressent aussi avec les risques industriels et tout ce qui est lié à
à la pétrochimie, mais aussi aux pesticides, etc. Si on regarde bien la pollution des sols, si on regarde bien la pollution des territoires, finalement, l'habitabilité, si on la considérait aussi avec cet angle-là, on réduirait peut-être encore, plus largement encore, le territoire réellement habitable de façon saine. Et donc, du coup, il y a une vraie question aujourd'hui autour de ça, c'est-à-dire, peut-être il y a des... Mais non, mais ça, c'est pas trop dans le débat public, en fait. Enfin, finalement, ça... Là, qui, Ben voilà. qui montre Mais Lubrizol à côté, quoi. Voilà. Et donc, il y a des vraies questions à la fois autour de l'eau, mais aussi autour des conséquences aussi, des effets. Il y a le dérèglement climatique, mais aussi les effets de cette ère industrielle qui... Alors, vous avez parlé habitabilité, non-habitabilité, vous avez dit pesticides, vous avez dit, mais vous n'avez pas dit nucléaire. On est quand même dans une région. Ah bah oui, parlons de... Donc, justement, puisqu'on est un peu là pour ça, moi j'imagine le gars qui va prendre en main son truc, qui va construire sa maison avec des techniques, la boche, le machin, tout ça, et après ça pète. C'est clair. Non, mais c'est pas ça. Bah oui, mais la question se pose. Est-ce qu'à un moment, dans votre démarche, vous n'allez pas devoir aussi considérer les usines nucléaires? Bah si, parce que ça en fait partie, pour moi, dans l'ère industrielle. Le nucléaire est dans l'ère industrielle aussi. Donc c'est vraiment... ça contribue aussi à... Si on fait la carte... Si on fait une carte de toutes les zones qui pourraient être touchées, bah voilà, vous l'avez, j'imagine, qui pourraient être touchées par un incident nucléaire, plus on la combine avec tous les risques industriels, bah finalement, les Céveso et tout ça, bah finalement, l'habitabilité, elle est réduite, quoi. En gros, on va habiter dans un tout petit coin de France, on ne sait pas trop lequel d'ailleurs, parce que même ceux qui nous semblent habitables, finalement, bah, il y a... Voilà. La carte derrière. Voilà. Et donc, ça, c'est juste le nucléaire, parce que si vous rajoutez tout l'industriel, voilà. Et donc, en fait, qu'avons-nous fait? Enfin, j'ai un peu envie de dire ça, c'est-à-dire que là, on en est à une prise de conscience aussi, nous, dans l'équipe, là. Alors, c'est vrai que ça nous remue aussi, parce qu'on se dit, on parle de construire sain, etc., mais si le sol est pollué, si les inondations font ressortir ben voilà, il y a énormément de questions qui se posent, et donc... tout à l'heure, je parlais d'artisanat, de savoir-faire, de patrimoine aussi immatériel. Ben, c'est aussi l'alternative à l'industrie. C'est-à-dire que si on ne veut pas être dans le catastrophisme lié à tout ça, c'est quelle alternative proposer? Parce que c'est aussi ça, quoi. Nous, on a beaucoup comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes architectes qui nous suivent et qui ont envie d'expérimenter avec nous, qui travaillent avec nous. Pour ne pas bloquer tout le monde, il y a un moment, on se dit... Ben, ok, on prend conscience qu'il y a un gros problème d'habitabilité, mais et du coup, mettons-le dans les espaces qu'on a de discussion en discussion, justement, par exemple dans le cadre de chantiers communs, dans le cadre des résidences, est-ce que ça peut être des sujets qu'on peut aborder et mettons-le en discussion, et puis essayons aussi de travailler sur la préfiguration d'autres choses, quoi. Et donc, comment on peut mettre en place des chantiers participatifs, justement, pour transmettre ses savoir-faire, etc. Voilà. Après, c'est sûr, construire en terre polluée, c'est pas bon non plus. Véronique, là, c'est pas une question, mais c'est une remarque, un exemple que je vais vous donner de pas loin où j'habite. Donc, j'habite à Amsterdam, que vous connaissez, donc Luc-sur-Mer, place du Petit Enfer. Oui, je vois. Donc, place du Petit Enfer, c'est au bord de mer. Donc, il a été décidé de raser cette place historique parce qu'elle elle avait besoin d'être rénovée, qu'il y avait un risque d'éboulement, etc. Et donc, ce projet, ça y est, donc, il est sorti de terre, hein, il est ouvert depuis 2 mois à peu près. Et effectivement, je pensais à ce que vous disiez, l'interpellation des élus, des institutions politiques par rapport à tout ça. Ce projet cumule plusieurs points pour moi. À la fois, on est en bord de mer, donc la dimension risque d'inondation, les élus là n'ont pas entendu. Deuxième point, la construction, elle ressemble à n'importe quelle construction anonyme que l'on pourrait retrouver. Ce qu'ils ont construit, moi je connais un peu Barcelone, ça m'a fait penser à des constructions que j'ai vues à Barcelone. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a aucune prise en compte du particularisme local. On pourrait imaginer une architecture
un peu normande, un peu plus... Ou normande du futur. Voilà. Non, parce qu'en fait, c'est ça, on va pas revenir peut-être à la maison à colombage ou à la maison traditionnelle, mais l'idée, c'est de la réinventer, quoi. On parlait d'architecture, Mm. voilà, la prise en compte de notre patrimoine. Donc, et troisième point, c'est que donc, ça a été présenté aux habitants qui, la plupart, ont trouvé ça super génial, quoi. Donc, vous parliez aussi tout à l'heure un petit peu d'éducation populaire, de sensibilisation. Là, c'est juste... Bah, c'est un exemple. Un exemple, parce que quand je passe, cet endroit était magnifique pour moi avant. Il y avait une âme. Il y avait une âme quand on se promenait ici. Il n'y a plus cette âme. C'est n'importe quel endroit du monde, on retrouvera la même chose. Alors, peut-être les habitants, il y a des animations, toujours encore. Voilà, mais voilà. Bah, ça, après, En ouais. colère à chaque fois que je passe devant ce site, donc territoire pionnier. L'exemple de Luc-sur-Mer. Ouais. Bah, après, vraiment, la Après, la perception de l'architecture, c'est très culturel aussi. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Il y a des choses, par exemple, qu'on va trouver très moches et d'autres vont trouver super. Et voilà, il y a Le Havre, avant, tout était moche. Tout le monde trouvait ça immonde. Maintenant, tout le monde encense la ville. Donc en fait, avec son architecture de la reconstruction. Donc en fait, il y a vraiment aussi notre regard à éduquer. Et c'est pour ça que je parle de sensibilisation à l'architecture, à l'urbanisme aussi comme un vrai chantier pédagogique et pour comprendre pourquoi on en arrive là, comme pourquoi l'architecture aussi est le reflet aussi à un moment donné de techniques de construction, d'une société, de mode de vie, vraiment d'une histoire aussi à un moment donné et qui fait patrimoine. Hein, voilà, la place du Petit Enfer à Luc-sur-Mer, c'était une période, voilà, on a construit ce bâtiment à une période particulière, voilà, en front de mer, avec des visées particulières. Aujourd'hui, on le fait avec une autre visée. Évidemment, si enfin là, pour moi, par exemple, ce que vous disiez, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas intégré totalement les enjeux de montée des eaux, etc. Parce que sinon, on arrête d'investir sur la côte, quoi. Enfin, il y a un moment, voilà, il y a aussi ces questions-là qui se posent. Mais après, il y a les prises de conscience sont diverses et tout le monde n'est pas au même niveau. Et ceux qui prennent les décisions, ils ne sont pas forcément... On prend une dernière question, deux dernières questions. Catherine et Jean-Loup, vas-y. Vous parlez de la montée des eaux. Et, dans le Loire, quand elles montent, les maisons sont inondées. Il y a des barques qui sont accrochées au plafond. Ça fait réfléchir. Ah ouais. Alors, s'il n'y a pas des choses comme ça, on parlera jamais. Alors, on peut parler de Bar-le-Ville, je crois que c'est Bar-de-Ville-Carteret. Là, hier, on échangeait avec des archis de l'équipe qui disaient qu'aujourd'hui, dans le PLU, il y a obligation de faire un refuge dans les nouvelles constructions, d'avoir un refuge sur le terrain quand on est dans des zones qui vont être submersibles et d'avoir donc une petite construction au fond de sa parcelle avec une possibilité de sortir par le toit. Donc maintenant, ça commence à être intégré aussi dans les PLU, dans les règlements d'urbanisme. Et là, c'est sûr que quand on commence à avoir ce type de petites constructions qui vont apparaître là sur les parcelles, évidemment, ça va marquer l'espace, mais aussi commencer à ancrer ça aussi dans des réalités. Parce que pour l'instant, c'est des chiffres du GIEC ou c'est des tableaux à la télé ou c'est des trucs très loin. Mais en fait, tout d'un coup, d'avoir là en proximité ce type de signes. Et ça, Des espaces pour reloger dans les communautés de communes pour, Ah ouais, voilà. Mais Pour accueillir. catastrophes naturelles pour pouvoir accueillir. c'est toujours dans l'idée qu'il y a un hélicoptère qui va arriver pour sauver les pauvres gens. Non, C'est ça. Les gens, ils devraient être sauvés par eux-mêmes avec une barque. Bon, Voilà. Mais il y a un anneau, je crois que c'est fait aussi pour mettre la barque. pour aller sur l'eau. C'est pour compléter ce que disait Véronique concernant l'aménagement des villes ou les bords de mer, peu importe, on retrouve exactement la même chose. Quand est-ce que les élus vont arrêter toutes ces places minérales? On enlève tous les arbres pour faire pour eux de super places minérales où l'eau ne s'infiltre plus, où on n'a plus d'ombre. Par exemple, la place à Sauveur-à-Camp, ainsi que la place de la République. Cherbourg aussi. La place du théâtre à Cherbourg. C'est froid, personne ne vient là parce qu'en fait, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animation. Ça ne va pas dans le sens
faudrait faire contre le réchauffement climatique. Alors, quand est-ce qu'on arrête la minéralisation des villes? Il y a une part d'obligation. Maintenant, quand on va se lancer dans la conception d'une place, on devra utiliser des revêtements qui, justement, évitent l'imperméabilisation. Donc, il y a ça. Mais après... Ah bah l'ombre, ça c'est autre chose. Mais bah, voilà, si on a des choix quand on est élu. Nous, on est en train justement de travailler sur une place. Donc, bah, on a bien en tête que les revêtements ne doivent pas être imperméables. Et puis, on a bien en tête aussi qu'il faudra de la végétation, quoi. C'est pour l'instant une place entièrement bétonnée. Donc, c'est pas très compliqué pour nous d'enlever du bitume et puis de rajouter un peu de végétation, quoi. La place Saint-Sauveur à Caen, elle est neuve, quand Oui, même. oui, oui. Tout pavé. Et en fait, en guise de végétalisation, ils mettent des bacs de temps en temps qui restent quelques semaines. Oui, c'est beau, mais enfin, c'est pas entré dans le sol, quoi. Mais c'est sûr que le trajet est encore long. Tu parlais tout à l'heure de Barneville-Carteret ou le Pays Louis. Et on commence à avoir des contraintes, mais en même temps, ils ont refait le département a accordé des subventions pour refaire le port, quoi. Bon, ça, c'est pas un investissement pour 10 ans, c'est un investissement qui est à long terme et qui est ridicule au vu des, en tout cas pour moi, je pense, au vu des contraintes environnementales, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une soupape, entre guillemets, ironique pour les mairies, que si on met un parking en dessous, il n'y a pas besoin que ça soit un peu imperméabilisé quand même? Mais ça coûte beaucoup plus cher, par contre. Si la soupape de mettre un parking en dessous de la place, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Mais bon. Non, bah il y a c'est un énorme chantier. Et ça, les citoyens, ils peuvent être aussi acteurs. On peut aussi agir là où on habite. En fait, nous, on se rend compte aussi, notamment par le biais des résidences, on a eu aussi pas mal d'échanges avec des collectivités dont certaines nous disent nous on initie plein de trucs, mais ce serait bien aussi que les citoyens en fait pour transformer les espaces, il n'y a pas du tout que la ville. En fait, il y a les citoyens, il y a les acteurs économiques, il y a énormément de forces qui sont à l'œuvre. Les élus, si on les laisse tout faire, forcément ils continuent. Donc il y a un moment, il y a un rééquilibrage aussi qui peut être possible par la société civile, et je pense qu'aujourd'hui, avec les enjeux là, majeurs d'avenir là, ou de non-avenir, on va dire, ou d'avenir, ouais, on va dire si on continue. Comment chacun aussi propose ou refuse, ou infuse, ou propose, ou fédère, ou questionne, ou demande à ce que les élus, cadrent aussi les élus. Que cette question de la gouvernance, elle est centrale, en fait, de la façon de travailler avec les habitants. Ce sont des combats juridiques, parce que les citoyens, justement, on a plusieurs cas à Caen, on est obligé de déposer des recours pour pouvoir, encore on n'y arrive pas à chaque fois. Ouais, non, mais c'est super difficile. Parce que même quand il y a des recours, ils ne sont pas encore. Mais aussi bien dans un sens que dans l'autre. Sur notre commune, ils viennent juste d'installer 5 éoliennes, 5 grandes éoliennes, qui produisent. Alors non, hélas non. Mais bon, voilà, elles sont là, donc voilà. Donc ça a été, c'est un projet d'éolienne comme ça, c'est plus de 10 ans. Voilà. En l'occurrence, à l'époque, le conseil municipal, même si j'étais déjà présent, n'avait pas forcément une finalité qui faisait qu'ils avaient décidé de donner ça à un promoteur privé, quoi. Ah oui. Donc, mais c'était du terrain communal au départ. Alors par contre, oui, il y a un peu de terrain communal. Mais en l'occurrence, si ça a mis autant de temps, c'est aussi parce que des citoyens ont fait un certain nombre de recours et on sait que sur pas mal de projets d'éoliennes, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, en l'occurrence, ces 5 éoliennes, avec tous les défauts qu'elles peuvent avoir, certes, elles sont très grandes, mais parce que voilà, ils se sont adaptés aux règles qu'ils pouvaient, et puis les citoyens n'ont pas pu peser comme ils pouvaient le faire si c'était un projet porté par la commune. En l'occurrence, elles peuvent produire autant d'électricité qu'il y a d'habitants. Donc c'est déjà plutôt un point positif, quoi.
Et ça répond à la question que vous posiez par rapport aux centrales nucléaires.